Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. L'objectif de ce webinaire, j'espère qu'on m'entend, je vais attendre que les gens se connectent. L'objectif de ce court webinaire, ça y est, voilà, donc les premières personnes qui sont connectées, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour aux collègues qui se connectent, est-ce que vous m'entendez? Donc l'objectif de ce webinaire est d'aborder avec vous la compréhension orale au collège. Donc ça s'adresse aux professeurs de collège essentiellement. Et donc dans un premier temps, donc est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez juste mettre un petit oui, ça m'arrangerait. Je vais juste être sûre que le son est bon. Ok, merci. Donc on va aborder ce webinaire en 3 parties. La première partie, c'est les limites des vidéos didactisées. La deuxième partie, ce sera les limites des vidéos authentiques. Et puis dans une troisième partie, qui sera vraiment la partie la plus longue, ce sera l'intérêt du semi-authentique et donc comment rendre le semi-authentique compréhensible pour faire réussir et progresser les élèves. Donc je suis désolée, ça va être un peu artificiel parce que j'ai mes notes qui sont affichées devant moi. Donc je ne vais pas pouvoir vous regarder à l'écran, enfin je vais jongler entre les deux, mais n'hésitez pas à me poser des questions et je répondrai au fur et à mesure. Donc, cette vidéo, c'est un complément par rapport à 2 autres vidéos que j'ai faites qui étaient basées sur la recherche et qui étaient sur les automatismes de bas niveau et les automatismes de haut niveau. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais y faire allusion parce que c'est très important. Alors, pour commencer, donc bonjour aux collègues, pour commencer, les limites des vidéos didactisées. Donc, le premier point, c'est que le schéma de parole que les élèves vont entendre sont irréalistes. Parce qu'on a souvent un débit qui est ralenti, une articulation qui est très claire et une grammaire qui est absolument parfaite. Alors que l'anglais parlé, vous savez, c'est rempli de contractions, d'hésitations, de mots pleins, de chevauchements dans la parole. Vous savez, il y a des wanna, etc. Et en fait, si les élèves n'entendent qu'une version artificielle de l'anglais, en fait, ils ne seront pas préparés à la complexité d'une vraie conversation. Donc ça, c'est le premier point, c'est le schéma de parole. Mais il y a également le vocabulaire avec des structures qui sont très limitées. Parce que quand vous avez des vidéos didactisées, en fait, on va retrouver uniquement que la structure que vous avez enseignée. Or, donc par exemple, si vous avez travaillé do you, eh ben, vous allez faire entendre une vidéo didactisée dans laquelle les élèves vont entendre do you, do you, do you. Et alors que dans la réalité, on emploie souvent des synonymes, des paraphrases, des expressions idiomatiques, des tournures informelles. Et donc ça contourne la difficulté que les élèves peuvent avoir d'être exposés à une langue qui est variée. Et donc en fait, quand ils se retrouvent dans un contexte qui est plus authentique, en fait, ils ont beaucoup plus de mal. Le troisième point, c'est le manque de vitesse et le manque de rythme naturel quand on entend des vidéos didactisées. Alors que quand on parle naturellement, en fait, on parle avec un débit qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on entend dans les documents didactisés. Et donc, en fait, si les élèves n'entendent que des documents qui sont très ralentis et articulés, quand après ils entendent des vrais documents, ils sont complètement perdus. Donc, les stratégies également d'écoute sont moins efficaces, puisque à force d'écouter des documents authentiques qui en général sont plus pauvres sur le plan du contexte culturel, en fait, ils ne s'appuient pas sur les aides visuelles qu'ils peuvent avoir, ou sur le repérage de certains mots, ou sur essayer d'avoir une compréhension globale. Et donc, on n'encourage pas les élèves à trouver des stratégies pour arriver à comprendre, même si on ne comprend pas tout. Donc, les stratégies d'écoute sont moins efficaces, parce que, comme les vidéos qui sont didactisées, en fait, elles suppriment tout ce qui relève du défi de compréhension pour que tout soit très simple. Et donc, il n'y a aucune... on ne demande pas aux élèves de développer des compétences de compensation, comme par exemple deviner le sens d'un mot ou essayer d'arriver à comprendre même si on ne comprend pas tout. Et puis également, quand on montre des vidéos didactisées, c'est pas très motivant pour les élèves parce que de nos jours, les élèves sont exposés à des vidéos qui sont authentiques quand ils regardent. Oui, donc je voulais une parenthèse. Le facteur numéro 1 de réussite des élèves, c'est l'exposition à la langue en dehors des heures de cours.
Donc, je voulais juste dire ça en introduction et puis j'ai oublié. Mais en fait, c'est important que les élèves, que vous encouragiez les élèves à regarder les films en VO, les séries en VO, etc. Et quand vous rencontrez les parents, demandez-leur systématiquement, est-ce que vous regardez vos films en VO? Est-ce que vous regardez vos séries en VO? Donc, c'est vraiment important. Et donc, les élèves, ça peut être à travers les films et les séries, mais même à travers leurs jeux vidéo, ils ont l'habitude d'être exposés à un anglais qui est plus authentique. Donc, les vidéos didactisées, en fait, elles sont plus lentes, ça peut être plus ennuyeux, plus enfantin pour les élèves. Ils peuvent être plus pauvres sur le plan culturel, donc moins avoir cet effet waouh, authentique de voir des images en lien avec les pays anglophones. Et donc, s'ils sont moins motivés sur le plan des supports qu'on leur propose et que ça fait un peu ennuyeux ou enfantin, en fait, la recherche montre que la motivation, ça a une influence sur le développement des compétences d'écoute. Donc, certes, les documents didactisés, les vidéos didactisées, c'est facile, d'accord, c'est vraiment la solution de facilité. Mais en même temps, l'élève apprend que pour comprendre, en fait, il faut tout comprendre. Et c'est l'inverse de ce qu'on souhaite que les élèves apprennent. Et donc, quand les élèves sont confrontés après, plus tard, à des vidéos authentiques, dès qu'ils entendent un mot qu'ils ne comprennent pas, en fait, ils abandonnent. Et ils s'arrêtent au premier mot parce qu'ils ne comprennent pas le premier mot. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude d'entendre des documents didactisés et de ne plus faire d'efforts. Voilà. Donc, quelque part, derrière cette vidéo, il y a un souhait de vous transmettre que c'est important, même si ce n'est pas parfait, de transmettre à ces élèves-là que certes, il faut faire un effort, mais petit à petit, ils vont y arriver. Donc, c'est vraiment intéressant, la notion d'effort, tout en... Alors après, je vais maintenant, dans la deuxième partie, vous montrer les limites de l'authentique, et puis après, je vais détailler l'intérêt du sommeil authentique, comment faire, etc., pour que ce soit plus facile. Alors, les limites de l'authentique, en fait, c'est la contrepartie. C'est-à-dire que le débit peut être tellement rapide que les mots qui s'enchaînent, ce qui fait que c'est difficile pour les élèves de comprendre. Il peut y avoir beaucoup de vocabulaire inconnu, des expressions idiomatiques, des tournures familières que les élèves n'ont jamais vues. Et donc, ça rend la compréhension plus complexe. Ils peuvent avoir des prononciations qui sont très variées aussi. Et les élèves peuvent être familiers avec un accent plutôt britannique ou américain, et tout d'un coup, on leur met une vidéo avec l'accent australien, et en fait, ils ne comprennent pas. Alors, ça peut être moi, je trouve que c'est une richesse, mais ça peut être une difficulté supplémentaire et une des limites de l'authentique. Et puis, à l'oral, les phrases peuvent être très longues et les mots s'enchaînent les uns à la suite des autres. On ne sait pas où se situe un mot dans un flux de paroles. Et puis, les phrases elles s'enchaînent les unes à la suite des autres. C'est une longue chaîne de paroles. Et ça peut être complexe d'essayer de repérer un mot dans un flux de paroles. Et puis, la grammaire n'est pas nécessairement la grammaire que vous avez enseignée. Voilà. Donc, juste pour conclure sur cette brève deuxième partie, parce que j'essaye que les webinaires ne soient pas plus de 30 minutes, et donc je concentre sur la partie semi-authentique. En fait, les documents authentiques, cela demande aux élèves de traiter beaucoup d'informations en même temps, du vocabulaire, de la grammaire, de la prononciation, un contexte culturel, etc. Et ça peut être frustrant et décourageant. Donc maintenant, pour passer à l'intérêt du semi-authentique. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans le clavardage. Donc, qu'est-ce que c'est que le semi-authentique? Alors, le semi-authentique, ce n'est pas un document qui a été créé. D'accord? Donc, c'est un document qui est authentique, qu'on va trouver, qui est destiné à des locuteurs natifs, et dans lequel on va garder un contexte culturel qui est fort, avec des accents, avec certaines difficultés. Mais en fait, c'est un document authentique qui est adapté au public des élèves. Et donc, vous pouvez faire un montage sur la vidéo, couper des morceaux qui sont un peu plus complexes, faire une vidéo qui est plus courte. D'accord, si vous avez trouvé une vidéo qui est extraordinaire, mais qui a fait 10 minutes, il est possible que ça démotive les élèves. Donc, c'est intéressant de couper pour que ça fasse 3 minutes maximum. C'est une vidéo, par exemple, auquel... Donc, soit vous avez repéré qu'il y avait des mots-clés qui étaient clairement articulés et que les élèves peuvent repérer, soit vous pouvez également
ne pas hésiter de temps en temps, je dirais pas le faire de manière systématique, mais de temps en temps mettre les mots-clés qui apparaissent sous la vidéo, ou de laisser le sous-titrage en français ou en anglais de temps en temps pour habituer les élèves au fait de lire et de regarder en même temps. Alors oui, les points de grammaire, c'est souvent embêtant quand tu as enseigné verbe de goût plus ing et que les audios sont venus. Oui, mais justement, en fait, c'est intéressant. Alors, donc c'est une question intéressante. C'est-à-dire que certains usages se perdent. Oui. Je pense qu'il faut voir, est-ce que ça relève de l'objectif grammatical ou pas. C'est-à-dire, si ça ne relève pas de l'objectif grammatical de votre séquence, vous laissez passer. Mais si ça relève de l'objectif grammatical de votre séquence, c'est intéressant que les élèves se rendent compte justement que la langue évolue, que la langue qu'on leur apprend, c'est la langue qui est correcte, et c'est une langue qui est standard, et qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Par exemple, quand on dit « I wanna go », donc ça me fait penser à la vidéo dans You Did It, qui se passe dans un safari. Et on voit des jeunes, et la vidéo, elle est extraordinaire parce ils répètent, ils disent les noms d'animaux, donc c'est très bien. L'objectif, c'est la structure want to, et quand on entend la vidéo, les jeunes, ils disent I wanna, I wanna, I wanna. Mais en fait, c'est pas grave, parce que en français, on fait la même chose quand on parle. On va rajouter, on va raccourcir, etc. Mais oui, c'est ça. En fait, tant que vous dites que c'est comme ça que ça se dit, mais c'est pas comme ça qu'ils sont supposés parler en cours de manière appropriée. Voilà. Donc, alors, juste pour revenir. Donc, c'est un document qui est authentique, il va y avoir des montages. Vous allez garder les parties qui sont les plus intéressantes pour les élèves. Donc, je vais revenir dessus après, hein. Vous pouvez mettre des mots-clés qui sont affichés, vous pouvez enlever, il faut enlever ce qui n'est pas adapté aux jeunes. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour ceux qui sont jeunes enseignants. Faites bien attention que dans les vidéos que vous présentez, il n'y a rien qui puisse heurter la sensibilité des plus jeunes. D'accord ? Et quand je dis la sensibilité des plus jeunes, c'est vraiment, il faut faire attention parce que ce qui peut vous sembler, vous, anodin, peut choquer certains de vos élèves. Donc il faut vraiment faire attention et ne pas hésiter à demander conseil à vos collègues. Donc, il faut que la langue soit dans une langue naturelle. Si le débit est plus rapide à un moment donné, il faut que le visuel corresponde à ce qui est dit pour aider les élèves à comprendre. Donc, garder un contexte culturel qui est authentique, c'est important, avec des expressions idiomatiques, avec des pauses, des accents différents, un débit normal qui peut être parfois un peu plus rapide, mais ce n'est pas grave. Et dans lequel on va surtout montrer du visuel. Donc, quand vous avez un document authentique, ça veut dire choisir à l'intérieur les moments qui sont les plus importants, soit parce qu'il va y avoir des mots qui sont importants en lien avec l'objectif culturel ou en lien avec l'objectif lexical que vous avez fixé ou grammatical. Et donc, vous faites un montage à partir de ça. Ce n'est pas nécessairement reprendre toute la vidéo de A à Z. Alors, pourquoi le semi-authentique donc ? Parce que les élèves vont avoir une meilleure compréhension orale. Quand ils passent par des vidéos qui sont semi-authentiques, après le passage en vidéo authentique plus tard, ou quand ils vont regarder des films chez eux, etc., en fait, ils vont mieux comprendre. Et donc après, je vous donnerai des stratégies, des types d'exercices pour accompagner les vidéos semi-authentiques. Mais en fait, donc pourquoi ? Parce que les élèves vont mieux comprendre. Ça encourage à regarder des films et des séries à la maison. D'accord ? Ils ont vu en cours, c'est possible, ils peuvent essayer à la maison. Et également, un point qui est important, c'est que quand vous êtes au collège, ce qui est important, c'est que ce que vous montrez, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire vous êtes dans l'explicite. Ne choisissez pas des vidéos dans lesquelles il y a un contenu implicite. Alors, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est logique, mais juste pour certains d'entre vous, si vous avez des vidéos avec un contenu culturel implicite, dans ce cas-là, ce n'est pas fait pour le niveau collège. Voilà. Sur le plan de la motivation et l'intérêt également, les vidéos authentiques, elles motivent plus, elles captent plus l'attention des jeunes. C'est comme un défi, en fait, quand vous mettez une vidéo qui est semi-authentique et que, par exemple, on doit repérer des mots, eh bien, en fait, c'est comme un jeu. C'est-à-dire, donc c'est un défi.
On pose un défi, il faut retrouver les mots qu'on a déjà vus en cours et les retrouver dans la vidéo qu'on est en train d'entendre, par exemple. Donc, c'est plus motivant parce que c'est authentique, ça reflète, le contenu culturel reflète plus le monde réel. C'est intéressant de choisir des vidéos dans lesquelles vous allez avoir des paysages, où ils vont vraiment pouvoir voir les pays anglophones pour maintenir l'effet « waouh ». Parce que quand vous montrez des vidéos didactisées, souvent, en fait, il ne va pas y avoir une image... alors, ça dépend des vidéos didactisées ou des audios didactisés que vous faites écouter. Mais dans le semi-authentique, n'hésitez pas à ce qu'il y ait des silences, par exemple, ou un flux de parole qui sera rapide, mais dans lequel il va y avoir un visuel qui est très fort et ils vont pouvoir découvrir des pays anglophones à travers l'image. Parce que c'est en fait, vous savez, en fait, l'importance de l'image, ça permet quand même de voir. Et donc, garder l'aspect visuel, quitte à garder une vidéo un peu plus longue, c'est quand même, ça permet de mieux visualiser le pays anglophone. Et je dis, hein, quand vous amenez les élèves dans votre cours, en fait, vous les faites voyager dans le monde entier. Voilà. Donc, c'est quand même extraordinaire. On a tellement de pays anglophones, donc il faut profiter des documents vidéo que vous montrez, dans lesquels vous allez afficher des paysages, etc. Et si vous avez une voix off qui n'est pas importante, ben, ce n'est pas grave. On verra après le type d'exercice. Donc l'exposition à la langue naturelle, donc, ben, ça permet d'entendre des accents différents, des rythmes, des expressions, des enchaînements de mots, et puis également tout ce qui est les expressions du visage, l'expression des sentiments, etc. Et puis enfin, ils vont apprendre le vocabulaire en contexte. Donc, maintenant je vais aller dans la partie la plus importante, qui est comment rendre le semi-authentique compréhensible. Donc j'ai déjà donné quelques idées, mais c'est vraiment la partie la plus importante, et c'est la raison pour laquelle je fais ce webinaire, parce qu'en fait je discutais avec une personne, et la personne me disait, voilà, donc en fait au collège il ne faut que des vidéos didactisées. S'il y a des vidéos, je ne veux pas qu'il y ait des mots qui soient inconnus, ou il faut que les vidéos fassent maximum 1 minute, ou je ne veux pas qu'il y ait de paroles, même il faut que les vidéos soient sans paroles. Et donc je comprenais ce que disait la personne, mais en fait je lui disais, mais non, en fait, vous êtes en train de simplifier tellement vos documents vidéo que, en fait, l'élève, il ne va jamais réussir à développer des stratégies. Donc, comment est-ce qu'on peut amener les élèves à comprendre des documents semi-authentiques? Alors, la première chose, c'est qu'il faut anticiper. C'est-à-dire, avant de montrer le document authentique, vous anticipez avec un certain nombre d'activités. Et le premier objectif de cette anticipation, ça va être d'introduire le lexique qui est fondamental pour la compréhension du document. Et pour que les élèves ils entendent les mots et qu'après, ils puissent repérer les mots qui sont dans la vidéo pour arriver à s'accrocher sur des mots. Donc, il y a les stratégies également, toutes les stratégies de repérer les émotions, le visuel, etc. Mais en amont, d'abord, ce qui est important, c'est de mettre en place un certain nombre d'exercices. Et là, c'est vraiment des exercices. Ça correspond à ce que je disais, les automatismes de bas niveau, qui vont amener les élèves à comprendre, à repérer un mot dans un flux de parole, à comprendre. Donc, je vais vous donner des exemples d'exercices, d'accord? C'est vraiment des exercices. On n'est pas dans la compréhension, on est dans la compréhension d'un sens, on est dans le repérage de mots, dans des exercices pour développer une forme de compréhension, mais qui est détachée du sens. Donc, j'ai dit voir le vocabulaire en amont à travers un document iconographique, un texte, etc. Ça peut être repérer du lexique. Donc, par exemple, vous pouvez donner une phrase et vous demandez aux élèves de repérer le lexique qui a déjà été vu antérieurement. Mais c'est vous qui donnez la phrase, d'accord? On n'est pas dans la vidéo. C'est dans les exercices qui vont venir avant la vidéo. Donc, dire une phrase à voix haute et les élèves doivent repérer les mots qui ont déjà été vus. Donner une phrase et demander aux élèves, par exemple, combien de mots est-ce qu'il y a dans la phrase. C'est pas toujours facile parce que c'est un flux de mots. Ça peut être
reconnaître les formes contrastées, contractées, dans le discours, repérer la vitesse de parole, repérer les classes grammaticales, repérer le temps. Est-ce qu'on est au passé ou est-ce qu'on est au présent? En essayant de repérer le verbe et le ED qui vient après. Repérer, par exemple, la diversité des formes sonores. Donc ça, c'est un travail à faire en amont. La diversité de formes sonores que peut prendre une même lettre. D'accord? Ou un groupe de lettres peuvent prendre plusieurs sons. Et à l'inverse, un son peut avoir plusieurs orthographes. Donc ça, c'est quelque chose auquel c'est intéressant d'entraîner les élèves. Faire écouter des mots qui se ressemblent et les entourer dans une liste. Donner des mots transparents et demander aux élèves, alors, quels sont les mots transparents entendus? Parce qu'il y a une grande différence, comme vous savez, entre les mots qui sont transparents et l'écrit, et quand on les entend, on ne les reconnaît pas du tout. Voilà, donc ça, c'est des exercices, ça, c'est des types d'activités que vous pouvez faire en amont, et la recherche montre que travailler sur ces stratégies de bas niveau, ce sont des exercices qui sont fondamentaux pour arriver après que les élèves aient des compétences pour arriver à mieux comprendre. Ces exercices ne sont pas très motivants, d'accord? Mais les élèves qui sont bons en compréhension orale, en général, ils ont acquis ces exercices-là. Ils ont acquis ces compétences, ces stratégies de repérage de mots qui sont connus, etc. Et donc, l'objectif de faire ces activités en amont, eh ben, c'est d'entraîner les élèves à acquérir des stratégies pour qu'après, quand vous passez à la vidéo authentique, en fait, ils puissent transférer leurs compétences, leur stratégie dans un document qui est semi-authentique. Et en fait, c'est ce que je dis dans les 2 vidéos sur les stratégies de bas niveau et haut niveau. En fait, les stratégies de haut niveau, c'est la compréhension globale, c'est l'accès au sens. Donc, c'est ça ce qui fait le plus plaisir et c'est l'objectif de ce qu'on souhaite. Mais en fait, la recherche montre que si on ne passe pas par les stratégies de bas niveau, en fait, les élèves faibles, ils restent faibles et ils ont encore du mal. Et donc, c'est un peu jongler sur, soit vos élèves, ils sont très bons, par exemple, vous êtes en 3e et vous avez des bons élèves et vous pouvez carrément éviter de faire, pour certains élèves, les exercices qui correspondent aux stratégies de bas niveau. Soit, c'est pas soit. Et pour les élèves qui seraient plus en difficulté, par exemple en 3e, qui auraient plus de mal à comprendre, ou si vous êtes par exemple en 6e, 5e, de manière systématique, je vais répondre à la question, de manière systématique, donner des exercices en lien avec les automatismes de bas niveau pour amener les élèves à développer leur compréhension. Que pensez-vous des textes à trous pour les stratégies de haut niveau dans le cadre d'une différenciation? Ok, alors les textes à trous, pour moi, les stratégies de haut niveau, ça veut dire qu'on vise la compréhension. Or, un texte à trous, c'est pas garanti qu'on ait compris. Donc, pour moi, un texte à trous, c'est plus une stratégie de bas niveau. C'est-à-dire, on va donner tous les mots et l'élève, il doit essayer de retrouver le mot qui est entendu sans nécessairement comprendre. Ok? Donc, après, je vais avoir une partie sur comment vérifier que l'élève a compris. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc, un texte à trous, l'idée est intéressante, mais je ne suis pas sûre que si un élève a compris un texte à trous, qu'il a compris le texte, s'il a mis les mots. Même si c'est suivi de questions. Voilà, alors là, oui, je suis d'accord. Voilà, en fait, je répondais juste à l'idée du texte à trous. Par contre, après, quand vous avez un texte et que vous arrivez à une compréhension, par exemple, un résumé, même en français, d'accord, vous pouvez faire un time-out, parce que ça va vraiment être important, un time-out 1 minute in French, ou à travers une image, donc je vais donner des idées différentes. Quand vous vérifiez à partir de ça la compréhension, là c'est bon. Pour les élèves dépendants du dispositif Ulysse, comment adapter nos activités? Alors, il faut que vous me disiez quel est le handicap. Parce que ça dépend si le handicap est visuel, auditif, physique. Vous voyez, en fait, ça dépend. Donc, je continue et puis je répondrai à la question. Donc, ce qui est important, c'est rien, avec plaisir. Donc, ce qui est important, c'est dans un premier temps de travailler ces automatismes de bas niveau pour que les élèves, ils entendent les mots et que ces mots-là, ils deviennent acquis sur le plan plutôt intellectuel. Ok, alors attendez, je vais noter parce que je suis dans mon raisonnement et je vais répondre à la question. Déficit intellectuel, ok. Ok, je réponds après. Hein. Alors,
Ulysse. Alors, ce qui est important, donc dans un premier temps, c'est que les mots soient suffisamment intégrés, qu'ils aient été suffisamment manipulés, répétés, etc., pour qu'ils soient acquis, et que après vous puissiez les mettre en situation d'écoute semi-authentique en donnant des consignes précises. Voilà. Donc c'est important que les élèves, quand ils écoutent, en fait, alors vous pouvez faire le visuel dans un premier temps, juste pour la beauté du paysage, etc. C'est intéressant, cet aspect-là aussi. Mais quand ils vont être dans une phase de compréhension, il faut que la compréhension soit guidée pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils doivent comprendre. Parce que sinon, si c'est juste comprendre tout, en fait, c'est trop compliqué pour les élèves de collège. Donc ça veut dire poser des questions qui vont être simples sur ce que, par exemple, les élèves connaissent déjà en relation avec ce que vous avez fait antérieurement sur le plan culturel. Ça veut dire, par exemple, alors attendez, je suis juste en train de regarder mes notes, poser des questions simples. Donc, il faut que les objectifs soient clairs, il faut que les élèves comprennent que l'objectif n'est pas qu'ils comprennent tout, mais par exemple, de repérer certains éléments dans la vidéo. Donc, par exemple, le type de consigne que vous pouvez donner, c'est repérer les émotions sur le visage. Okay, et ça, même pour des élèves qui sont en grande difficulté, eh bien, en fait, ils peuvent s'aider de l'image pour arriver à comprendre. Repérer les émotions sur le visage, repérer l'intonation, repérer tout ce qui peut avoir un sens et qui n'est pas nécessairement relié aux mots. Alors, vous allez me dire quelle est la compréhension. D'accord. Mais en fait, ce sont des stratégies de compréhension sur lesquelles on peut se baser pour arriver à mieux comprendre. Et il faut que les élèves, quand ils sont en sixième, 5e, dans les petits niveaux, en fait, on les expose à des documents semi-authentiques dans lesquels ils vont pouvoir s'appuyer sur l'image, ils vont pouvoir s'appuyer sur les émotions du visage, sur les sourires, sur les expressions, etc., pour arriver à comprendre quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Voilà, donc c'est important de donner les attentes, de souligner l'importance des images, des mots qui sont répétés, etc. Et en fait, je parlais dans une vidéo antérieure, et puis après je continue. Hein. Il est quelle heure ? Ah zut, il est déjà, non, mais je vais arrêter là, je ne vais pas faire ça. Donc je vais continuer. Donc ce qui est important, c'est d'adapter la vidéo elle-même, de faire un montage, de garder la partie avec les visuels qui sont clairs et attractifs, même si c'est plus long. Garder le débit de parole pour repérer des mots importants. Pouvoir mettre le sous-titre, ok. Est-ce que vous pouvez faire des segments plus courts ? Oui, mais si la vidéo est un peu plus longue, mais que visuellement elle est très importante, gardez une vidéo qui est un peu plus longue. Pendant le visionnage, donc le type d'activité, j'en ai donné quelques-unes. Repérer les mots-clés, repérer des actions, répondre à des questions simples, compléter un nuage de mots. Vous pouvez faire écouter seul ou en groupe ou en classe entière. Des fois, vous allez avoir des compréhensions orales et vous n'avez pas le temps de le faire en classe ou vous avez plusieurs compréhensions orales. N'hésitez pas à le mettre sur le Padlet. Si vous avez un Padlet ou un équivalent, et de dire aux élèves, voilà, vous pouvez regarder les vidéos à la maison si vous en avez envie. Et vous pouvez donner des vidéos en amont de votre séquence. Par exemple, si vous avez une séquence sur, je dis au hasard, Thanksgiving ou n'importe quel objectif culturel, vous pouvez donner des vidéos authentiques à regarder. Alors là, sans consigne, l'objectif c'est juste de les regarder pour se familiariser et après partir de ces connaissances-là pour discuter en cours de ce qu'ils ont retenu par rapport aux vidéos. Donc ça c'était une idée que j'ai trouvée intéressante et que les professeurs font. Quand vous êtes en cours également, alors il peut y avoir de l'intérêt, donc je sais que vous faites, mais c'est pour les débutants, si vous avez accès à la balado-diffusion, à ce qu'il y ait une écoute individuelle dans laquelle les élèves peuvent revenir autant de fois qu'ils veulent. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il peut y avoir l'écoute collective en classe entière, il peut y avoir l'écoute à deux, où vous travaillez à deux, les élèves travaillent à deux pour arriver à comprendre, etc. Donc là, il y a l'entraide, et ça c'est intéressant, ou par groupe aussi. Mais ne pas minimiser aussi l'intérêt de juste avoir, chaque élève a sa balado-diffusion, et il peut revenir autant de fois qu'il veut pour réentendre et écouter, pour répondre aux questions et repérer. Alors évidemment, en cours, ça ne veut pas dire, quand vous visionnez une vidéo,
qu'il faut... Alors, je ne vais pas dire il faut ou il ne faut pas, parce que tout peut être intéressant, mais ne visez pas l'exhaustivité par rapport à une vidéo. Donc, on n'est plus sur les 3 écoutes recommandées. Voilà, non, pas du tout. En fait, les 3 écoutes, c'est ce qu'on retrouve pour le baccalauréat. Mais en fait, les 3 écoutes, ça peut être intéressant, où vous avez une première écoute, juste pour la beauté et la découverte, une écoute avec quelques consignes précises, et une 3e écoute avec d'autres consignes précises. Donc, c'est possible. Donc, c'est classique, c'est ce qu'on voit souvent. Mais il y a beaucoup d'intérêt aussi à ce qu'un élève puisse vraiment se concentrer sur son propre document et s'arrêter, revenir en arrière, etc. Et je l'ai vu en inspection et c'est vraiment intéressant. Et voilà, donc en tout cas, ne visez pas l'exhaustivité. Ça, c'est vraiment une consigne importante. Après, ne pas viser, ok, donc les stratégies, ça je l'ai dit. Après le visionnage, donc comment vous allez vérifier, qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que les élèves ont visionné et que vous avez répondu aux questions de compréhension globale. Okay, donc, repérer les sentiments, repérer les mots, repérer l'opinion, repérer des choses en lien avec l'objectif culturel, etc. Donc, comment est-ce que vous allez vérifier que les élèves ont effectivement compris? Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, donc il y a, vous pouvez faire par exemple, alors je n'ai pas pensé le texte à trous, mais ce qui était intéressant, parce que pour moi le texte à trous c'est vraiment le repérage des mots, mais c'est après quand on arrive à un résumé. Donc arriver où vous dites aux élèves, ok, what's important in this document? Et vous listez les mots importants que les élèves vont vous donner, et vous dites, ok, let's put them in order. Et après, let's write sentences. Et vous faites quelques phrases. Les élèves vont vous aider à faire des phrases, vous demandez aux élèves en groupe de rédiger des phrases, etc. Et après, il y a un court résumé de 2-3 lignes. Alors, ça dépend de la nature du document. Je dis 2-3 lignes au hasard, mais ça peut être plus ou moins d'ailleurs. Mais dans lequel vous êtes sûr que l'essentiel de ce qui est à comprendre est compris. Et s'il y a plein de choses qui n'ont pas été comprises, ce n'est pas important. L'objectif, c'est d'amener les élèves à comprendre qu'on peut comprendre même si on ne comprend pas tout. Donc, tout ce qui est des activités qui vont être interactives, du style résumé, raconter l'histoire, ça peut être répondre à des questions, demander aux élèves de créer des questions s'ils ont un meilleur niveau. On peut également prendre le script, si vous avez un passage qui est court à l'intérieur dans lequel 2 personnages parlent, prendre le script et demander aux élèves de jouer la scène. Donc, ils peuvent s'entraîner par groupe de 2, par groupe de 4, et s'écouter entre eux, jouer face à la scène. Et à partir d'un même script, alors là, il y a une multitude de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez demander aux élèves de varier les émotions des personnages, de changer les émotions, de changer la situation, de changer, d'adapter pour l'intonation, etc. Ou l'accent. D'accord, il y en a qui sont vraiment très doués sur les accents. Et donc, rejouer le même dialogue, mais de manière différente, ou dans un contexte différent. Vous pouvez également, après le visionnage, demander aux élèves d'associer les images à du vocabulaire que vous avez déjà vu. Vous pouvez revenir après le visionnage sur ce qu'ils ont appris sur le plan culturel. Parce que ce qui est intéressant, c'est en amont que les élèves puissent dire, voilà, c'est comme ça qu'ils perçoivent le pays, s'ils ont une perception du pays. Mais après la vidéo, qu'ils puissent dire en quoi c'était intéressant ce qu'ils ont vu. Et c'est important également de discuter des stratégies qui leur ont permis de comprendre. Okay, c'est vraiment l'idée de PaulNation. Ce qui est important, c'est de développer autant les compétences de compréhension, puis d'expression, puis les stratégies qui permettent d'arriver à s'exprimer et comprendre, et enfin, fluency, c'est-à-dire le fait de répéter jusqu'à ce qu'on devienne très très à l'aise. Et l'objectif quand on passe du semi-authentique en passant par des exercices avant, du semi-authentique et de l'expression après, eh ben en fait, c'est qu'on voit, on revoit, et après, on acquiert vraiment la structure. Donc, vous pouvez demander aux élèves de faire des dessins par rapport à ce qu'ils ont entendu, de faire une synthèse en français, pourquoi pas, ou une synthèse en anglais, de corriger un paragraphe qui contient des erreurs, de faire une carte mentale par rapport à des éléments qui auront été dits dans la vidéo. Et donc, l'objectif, c'est d'amener les élèves à comprendre que petit à petit, ils vont y arriver.
que l'autonomie, elle se fait de manière progressive et que les élèves réfléchissent. Ok, qu'est-ce que j'ai réussi à comprendre? Et donc focaliser sur ce qui est positif. Et comme je disais, voilà, qu'est-ce que tu as réussi à deviner par rapport aux images, par rapport aux mots qu'on avait vus auparavant. Donc pour conclure, cette vidéo est un peu plus longue. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous encourager à travailler le semi-authentique et non pas le didactiser à 100%. Visez des vidéos uniquement avec de l'explicite sur un contenu qui est concret et non sur des idées qui sont implicites au collège. S'il y a une chronologie, d'accord, essayez que, par exemple, il y a des professeurs qui ont des superbes vidéos avec un contexte de civilisation vraiment très très intéressant. Essayez que l'ordre chronologique soit linéaire. Si ce n'est pas linéaire, qu'on affiche clairement les dates pour qu'on voit que c'est avant ou après. Les programmes disent que ce soit sur des sujets qui sont familiers pour les élèves, d'accord, donc on ne prend pas n'importe quel thème, on prend quelque chose en lien avec l'objectif, parce qu'ils vont s'appuyer sur les connaissances, vous avez compris, s'appuyer sur les connaissances pour arriver à comprendre. C'est plus motivant aussi s'ils voient des jeunes de leur âge dans les vidéos, plutôt que des adultes, etc. Donc, trouver des vidéos dans lesquelles les jeunes parlent, c'est intéressant. Un autre point qui est de surveillance, c'est que quand vous faites des vidéos, quand vous trouvez des vidéos, que vous les montrez aux élèves, faites attention qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond, parce que ça peut empêcher de comprendre. Et des fois, il y a des vidéos avec vraiment beaucoup de bruit de fond, de la musique qui est plus forte, etc. Mais également, faites attention au fait que ce qui est dit correspond à ce qu'on voit. Parce que ça peut être perturbant pour les élèves, ils peuvent comprendre, mais en fait, l'image ne correspond pas. Donc, quand on est au niveau collège, on veut plutôt qu'il y ait une correspondance entre ce qu'on dit, ce qu'on entend et ce qu'on voit. Alors, travailler les stratégies pour rassurer, donner des tâches simples qui guident la compréhension. Et puis, à partir du moment où les supports sont bien choisis, ce n'est pas la vidéo qui correspond au niveau du CE-CRL, d'accord, mais c'est bien les attentes et les questions que vous posez. Donc, c'était la base de ma vidéo et de la discussion avec la personne dont je parlais, qui disait, mais les vidéos authentiques sont trop compliquées, ça ne correspond pas au niveau A2, B1. Et je disais, mais non, en fait, vous vous trompez, c'est pas la vidéo qui fait la difficulté. Alors, des fois, oui, mais là, on est d'accord, on est sur des vidéos un peu plus simples. Mais ce n'est pas la vidéo qui fait la difficulté, c'est les attentes par rapport à la vidéo. Et donc, ça, c'est vraiment important. Il faut que les questions soient simples, que les élèves puissent avoir accès au sens premier des vidéos à travers les questions que vous posez. Et donc, il faut entraîner les élèves à écouter des débits variés, faire des jeux sur des repérages de mots. Par exemple, quand vous dites, vous pouvez faire visionner une vidéo, puis demander aux élèves, OK, raise your hand when you hear the word of animals. Et hop, ils lèvent la main, etc. Des choses dans lesquelles ils vont avoir à repérer des informations simples ou mettre en compétition les groupes. C'est-à-dire, il va y avoir combien de mots, d'animaux avez-vous entendu dans le flux de paroles qu'on a entendu, etc. Voilà, donc, tout en gardant, voilà, donc je dis juste pour conclure la conclusion, donc l'intérêt des vidéos toujours semi-authentiques, mais avec un contenu informatif quand même, et tout en gardant l'effet « waouh » jusqu'à la fin du collège. Donc maintenant, les élèves, pour répondre à la question, les élèves qui ont un déficit intellectuel. Alors, c'est un peu difficile de répondre. Déficit intellectuel, ça veut dire... Alors, il faut que vous m'aidiez dans le clavardage. La personne qui a posé la question, vous voulez dire sur le plan du raisonnement. Parce que déficit intellectuel, on peut quand même... alors, mais je me trompe peut-être et il faut me corriger. C'est-à-dire que ça va être ce que je disais au début, c'est-à-dire comprendre des noms, des mots, etc. Et après, retrouver les mots dans les vidéos. Et, ou repérer les émotions. Alors ça, c'est vraiment une compétence psychosociale qui est fondamentale. Et je pense, y compris en Ulysse. C'est-à-dire repérer, d'après l'intonation et le visage, quelle est l'émotion qui est véhiculée par la personne. Et donc, on peut faire imaginer à l'élève qu'est-ce que la personne pense. Parce qu'elle peut dire, quand vous avez des vidéos qui sont... où on voit par exemple une personne, je pense à la vidéo dans le safari, où on voit les jeunes qui montrent les animaux. On peut faire repérer les mots que disent les jeunes, mais on peut aussi demander, OK, what does he feel? What I think?
he feels happy, quelles sont les émotions qui sont véhiculées. Voilà, donc ça me paraît une idée intéressante. J'espère que ça correspond à vos élèves qui sont en déficit intellectuel. Et voilà. Et donc, en fait, c'est donner à voir aussi, l'importance de donner à voir les paysages, les pays, les accents différents et jouer des scénettes. Alors, dans ce cas-là, des scénettes très courtes qui peuvent être en lien avec alors, je parle plutôt 4e, 3e. Par exemple, si vous êtes en 4e, 3e et que vous avez des Ulysse ou des SECPA, de faire des vidéos qui vont reprendre le sketch, pas des vidéos, faire des sketchs qui reprennent les vidéos dans un contexte professionnel. Et donc, par exemple, ils imaginent, ils rejouent le sketch, mais ils sont au restaurant ou chez le fleuriste, etc., en fonction de l'environnement professionnel auquel ils se destinent. Et dans ce cas-là, même en 4e, 3e, il suffit d'avoir un foulard ou un chapeau ou quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, les élèves sont baignés dans un autre environnement professionnel. Voilà, donc ça, c'est très important en 4e, 3e, SECPA, Ulysse, directement d'orienter l'enseignement plus vers le professionnel. Et c'est la raison pour laquelle je conseille aux professeurs de prendre un manuel de CAP. Voilà, en 4e, 3e. Voilà, donc c'est vraiment, ça marche très bien. Voilà, est-ce que ça répond à la question? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde s'il y a d'autres questions. C'est pas facile. Alors, j'ai plusieurs élèves inclus en 5e ou 4e qui auront de très grosses difficultés à passer outre le niveau A1. Ok, donc vous avez des élèves en 5e, 4e. Alors, quand vous dites le niveau A1, vous voulez dire le niveau A1 en compréhension ou en expression? Parce que comme vous avez vu, en fait, comme j'ai dit, en fait, ce qui fait la difficulté, c'est les attentes que vous allez avoir. Donc, vous pouvez très bien montrer la même vidéo à toute la classe, mais en fait, pour certains élèves, ça va être repérer les images, repérer l'intonation, repérer, etc. Alors que d'autres sont en train de se concentrer sur les mots. Voilà. Et quand vous regardez les programmes, en fait, les stratégies de repérage des émotions, etc., c'est dans les programmes. Donc, vous n'êtes pas hors programme quand vous faites ça. Inclus en 5e, qui auront de très grosses difficultés à passer outre le niveau A1. Alors, tout ce que je vous ai dit, ça marche pour ces élèves-là. C'est-à-dire les stratégies de bas niveau, faire repérer les mots après dans les vidéos, tout ça, ça marche, y compris pour les niveaux A1. Voilà. Par contre, après, vous voyez, au niveau des attentes, s'ils ont le niveau A1, s'ils ont des difficultés pour écrire, peut-être que ça va être, vous pouvez donner une phrase en entier, comme exemple, et ils regardent la vidéo, et ils doivent changer la phrase pour que ça corresponde à la vidéo. Donc, une phrase toute simple, comme par exemple, imaginons The children are sad. Okay? Et ils doivent vérifier dans la vidéo si c'est correct ou pas correct et modifier. Et ils doivent écrire une phrase qui corrige. Et donc, ils doivent écrire The children are happy. Et donc, recopier à l'identique pour des élèves qui ont un niveau très faible, sachez que c'est très efficace. Donc, soit vous pouvez dire, carrément écrire The children are happy, donc vraiment une phrase toute simple, et il faut qu'ils la recopient. Vous pouvez après donner une autre phrase ou juste une amorce et ils doivent la compléter. Voilà. Donc, j'ai plusieurs élèves en 5e, 4e. Ok. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez faire les premières étapes avec le repérage des émotions, etc. Donc, quand vous regardez, donc c'est juste pour parler de, c'est ça dans le You Did It, parce qu'en fait, c'est fait exprès pour que on aide les élèves à comprendre ce qu'il faut comprendre pour accéder au niveau. Et en fait, quand vous êtes à le niveau pré-A1, c'est vous, par exemple, vous reconnaissez des mots vus en classe. Quand vous êtes à un niveau supérieur, c'est vous comprenez des expressions courantes ou des informations simples. Et puis, vous j'ai repéré, donc là, c'est niveau supérieur, le champ lexical. Donc, si vous avez des élèves qui ont le niveau 1, vous n'allez pas être dans le champ lexical. Mais tout ce qui va être de l'ordre de retrouver un mot qu'on a vu, s'appuyer sur les images, vous pouvez le faire. Voilà. Hop. Mais c'est pas parce qu'ils ont le niveau 1.1 qu'il faut prendre des documents didactisés. Okay, c'est ça l'objectif de ma vidéo.
parce que en fait, les élèves, ils vont pas être entraînés à regarder des choses qui sont authentiques. Vous voyez, enfin, on est dans le semi-authentique. Mais l'objectif, c'est que petit à petit, ils ne soient pas complètement perdus. Quand ils vont arriver, ils vont pouvoir se familiariser à de l'authentique sans nécessairement comprendre. Hein, d'accord ? On est d'accord. L'objectif, c'est à terme qu'ils comprennent mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'après, automatiquement, quand ils vont être à la maison, ils vont regarder les films, ils vont comprendre. Hein. Mais il y a plus de chances qu'ils écoutent des films en version originale, qu'ils regardent des séries en version originale, etc., s'ils comprennent et qu'ils sont rassurés que l'objectif, c'est pas de tout comprendre. Et donc, c'est vraiment intéressant que vous parliez avec vos élèves des films que vous regardez, des séries que vous aimez, que vous demandez aux élèves, vous élèves quelles sont les séries que tu regardes, etc. Et que, à la rigueur, vous montriez des extraits. Il y a, je crois que c'est Simply Scripts. Donc, c'est quelqu'un qui me demandait ça récemment sur Internet. Et vous allez dedans et vous allez trouver les scripts de toutes les séries, des films, etc. Simply Scripts. Et en fait, vous pouvez demander aux élèves, ok, vous choisissez le script d'une série que vous adorez. Et donc vous apprenez une courte scène, vous dites pas à vos camarades, vous jouez l'extrait devant les camarades et les camarades doivent essayer de deviner quelle série c'est. Voilà, donc je sais pas pourquoi mon esprit a dévié plutôt vers le fait de jouer des scènes. Mais c'est l'idée de base que les élèves prennent plaisir à entendre une langue qui est authentique et qui comprennent. Si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Voilà. Et donc l'objectif, c'est pas de faire du didactisé 100%, c'est pas de l'authentique 100%, c'est de trouver un entre-deux qui est bien préparé en amont, avec des questions qui sont ciblées et où les élèves vont réussir à comprendre, à répondre aux questions à partir de la vidéo que vous leur donnez. Je leur propose un QCM pour les évaluations, car il leur est difficile. Oui, tout à fait. Donc un QCM, alors des fois, juste sachez qu'on dit en didactique que parfois les QCM, ça demande beaucoup à lire. Okay ? Donc s'ils ont du mal à lire, alors vous dites ils ont du mal à rédiger. Donc QCM, ça permet de vérifier une forme de compréhension. Donc c'est vrai que par exemple en 6e, quand on voit des fois ils ont beaucoup de mal à écrire, etc. et c'est illisible, voire vraiment, c'est incompréhensible, tellement c'est mal écrit pour certains élèves. Donc, faire le QCM où ils doivent juste dire vrai-faux, par contre, il faut quand même qu'ils puissent justifier. Donc, moi, je préfère à la rigueur que vous demandiez à un élève de s'enregistrer à l'oral et qu'il dise, voilà, qu'est-ce que tu as compris ? Mais le QCM, c'est une bonne idée également. Mais que l'élève puisse, pour un élève qui est en grande difficulté, qui a du mal à écrire, mais qui arrive quand même à comprendre, si vous avez la possibilité qu'il puisse s'enregistrer et qu'en 30 secondes, il puisse dire voilà ce qu'il a compris, c'est bien aussi. Et qu'il le fasse en français. D'accord ? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours le faire en français. Mais passer par le français pour vérifier qu'on a compris, vous êtes sûr que l'élève a compris ou pas compris, pour l'énorme majorité des élèves. D'accord ? Mais il ne faut pas s'interdire également de passer par l'anglais. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça se fasse toujours en français. Mais on sait qu'en espagnol, par exemple, au baccalauréat, la compréhension est passée par le français. Et donc, je suis pour le maximum du cours en anglais, mais la recherche montre que quand c'est simple et efficace, au moins on est sûr. Voilà. Et voilà. Mais par contre, il faut vite revenir à l'anglais. Parce que c'est comme le but de cette vidéo. L'objectif, c'est pas de simplifier au point où après, les élèves, ils veulent tout le temps parler en français, parce qu'ils sont très doués pour demander au professeur, dire aux professeurs qu'ils ne comprennent pas et qu'il faut parler en français en cours. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, avez-vous des stratégies pour que les bons élèves ne soient pas les seuls à intervenir lors de la restitution? Alors, moi, j'aime bien l'idée de l'entraide entre les élèves, parce qu'on sait que... et donc, mettre les élèves par groupe, dans lequel vous allez avoir 2 niveaux différents. Donc, la recherche montre qu'il ne faut pas qu'il y ait un moyen, un faible et un fort. Il vaut mieux mettre un moyen et un faible, ou un faible et un fort, ou un moyen et un fort. Vous voyez. L'idée d'avoir une vidéo à 2 ou dans un groupe,
dans lequel les copains vont dire, voilà, bah écoute, là, ils vont écouter ensemble, et ils vont dire, voilà, bah, t'as entendu, ça c'est le mot là, etc. Et ils vont s'entraider. C'est un facteur de bien-être, d'accord. C'est plus que le bien-être. On sait que les élèves ne travaillent pas assez ensemble. Et les élèves, ils sont pas nécessairement heureux en cours, ok, ça dépend des élèves, etc. Mais le facteur numéro 1 de bonheur, qui a un impact très important sur la motivation et l'apprentissage, c'est le bien-être en cours. Le bien-être en cours est plus important que la motivation. D'accord ? Le bien-être entraîne la motivation. Mais le bien-être est fondamental. Et le bien-être, la recherche montre, elle vient du fait de travailler avec ses camarades. Et donc, quand vous avez les stratégies pour que les bons élèves ne soient pas les seuls à intervenir, eh bien, c'est profiter des compétences qu'ils ont pour aider leurs camarades qui sont plus en difficulté. Après, vous pouvez très bien dire aux élèves, ok, il y a une partie de la classe, par exemple, vous les faites travailler la compréhension écrite. Donc, il y a vous avez une lecture suivie en classe, ou par exemple, si vous avez You Did It, vous faites Reading is Magic. Et dans ce cas-là, les élèves qui sont meilleurs, ils ont une lecture silencieuse, ils sont d'un côté, et les autres élèves, vous travaillez sur les stratégies de bas niveau, des choses qui sont plus simples. Mais j'aime bien l'idée de l'entraide. Mais si vous voulez voir à quel point les élèves sont autonomes alors qu'ils sont plus faibles, dans ce cas-là, vous pouvez répartir. Donc, c'est ce qu'on appelait les groupes de compétences. Et donc, vous avez des élèves qui travaillent sur une compétence en lien avec le thème culturel, pendant que d'autres, vous travaillez sur la compétence qui n'est pas maîtrisée. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez dire aux élèves, ok, peut-être qu'il est fort, par exemple, en compréhension orale, donc il va travailler sur une autre compétence, mais on n'est pas un bon ou un mauvais. En fait, on est plutôt bon ou mauvais dans certaines activités langagières. Évidemment, il y a des élèves qui sont un peu faibles partout. Mais l'objectif, vous avez compris, c'est de ne pas stigmatiser et dire à un élève, voilà, t'es pas bon en anglais. Okay. Parce qu'il dit déjà, ils ont les parents, certains qui disent, mais moi, j'étais pas bon en anglais, donc c'est normal que tu sois pas bon en anglais. Bon, tout le monde peut progresser. Voilà, j'espère que ça donne 2 idées. J'ai banni les WH depuis quelques années, mais certains collègues le font encore. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis pour. Je trouve ça... Alors, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. On m'a dit ça récemment, qu'on avait dit aux professeurs qu'il fallait bannir les WH questions. Je ne comprends pas pourquoi. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi on encourage d'arrêter les WH questions, pour moi, c'est fondamental de les connaître. Et si vous les utilisez, les élèves, ils vont les mémoriser. Et après, ils ne savent pas poser des questions. L'objectif, c'est de développer leurs compétences. Donc, si vous pouvez m'expliquer, qu'est-ce qu'on vous a dit pour les interdire? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on pose la question. Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je regarde. J'ai banni... Ah oui, d'accord, donc ça c'est la même question. Merci beaucoup. Mon souci, c'est que je passe longtemps à trouver la bonne vidéo authentique sur YouTube ou autre. Oui, complètement. Donc, c'est très, très consommateur de temps, c'est sûr. Utilisez les vidéos qui sont dans les manuels. Voilà, ils sont choisis, sélectionnés. Je sais que nous, pour You Did It, en fait, les auteurs, ils ont passé énormément de temps à trouver des vidéos. Hein. C'est des heures, des heures, des heures, des heures. Voilà. Ce n'est pas toujours évident et parfois ça demande beaucoup de temps. Mais cela en vaut la peine car je vous rejoins sur les atouts de l'authentique. Oui, alors c'est clair que ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que la situation, c'est tellement plus facile d'avoir un document dans lequel les élèves vont tout comprendre. Mais après, en fait, ils baissent les bras dès qu'ils ne comprennent pas tout. Donc, cela en vaut vraiment la peine. Oui, et il faut que les élèves, il faut que vous les rassuriez. Si vous dites aux élèves en amont, ok, on va faire une activité, donc ça va durer 10 minutes, je vous demande de vous concentrer, mais après, on va faire quelque chose, on va jouer à un jeu ou quelque chose. Et vous prévenez les élèves en amont qu'il va y avoir une activité qui va leur demander de la concentration pendant 10 minutes. En fait, quand vous anticipez sans dire, ok, ça va être vraiment difficile, etc., d'accord. Mais quand vous anticipez et que vous leur dites, voilà, on va faire ça, ça va durer un quart d'heure, c'est vraiment important que vous compreniez, que vous le fassiez
Et après, bah, vous allez être habitué, vous allez réussir à mieux comprendre petit à petit, etc. Et après, quand vous allez adapter les attentes par rapport au niveau de vos élèves, d'accord, puisque c'est ça, c'est adapter les attentes. Eh bien, après, ce qui est important, c'est que les élèves, ils aient la sensation d'avoir réussi. Donc, c'est pas facile, c'est plus facile de donner quelque chose dans lequel tout est compris, mais c'est pas la réalité. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les élèves ne décrochent pas du niveau A2 quand ils arrivent en troisième, parce qu'en fait, tout est mâché et tout est simple. Et mon objectif, c'est pas de vous dire tout doit être compliqué, mais tout doit être pensé en amont pour petit à petit amener les élèves à du plus authentique. Et donc, rassurer les élèves, leur dire, voilà, il y a des stratégies. Quand vous allez écouter, voilà ce sur quoi vous pouvez vous reposer. Et puis, demandez aux élèves comment tu as réussi à comprendre. Est-ce que c'est grâce à ceci ou grâce à cela? Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Ils disent que ça relève de l'évaluation, pas de l'entraînement. Oh! Pour les WH questions, ça relève de l'évaluation et pas de l'entraînement. Ok, franchement, je ne comprends pas. Parce qu'on pourrait très bien montrer une vidéo, par exemple, si on montre une vidéo ou quand on lit un texte, et dire where does it take place? Je comprends que c'est de la vérification de compréhension, mais je ne vois pas en quoi la vérification de la compréhension, ça relève forcément de l'évaluation. Voilà. Donc pour moi, l'entraînement, c'est bien. Nous ont déjà dit que c'était de l'évaluation. Ah oui, donc vous êtes plusieurs. Ah, et c'est les IBR qui vous ont dit que les WH questions, c'était de l'évaluation. Moi, ma réponse, c'est on évalue tout le temps. Alors, je suppose que quand vous dites, mon collègue a dit l'évaluation, vous voulez dire l'évaluation sommative. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas poser des questions en cours sur where are they, or what are they doing, or why are they fighting, why are they arguing, why is he happy. Vous voyez, pour vérifier la compréhension, sans que ce soit nécessairement de l'évaluation, pour que ce soit de l'entraînement. Voilà, je ne comprends pas. On m'a toujours dit que WH question égale évaluation et qu'il faut favoriser le repérage find. Ok, donc find, ok, parce que je comprends que, d'accord, maintenant je comprends le raisonnement qui est derrière. En fait, quand on pose les WH question, en fait, on cible une information qui est très précise. Et donc, en fait, on n'est pas dans une compréhension qui va être plus globale. On va être de repérer, par exemple, quelque chose de précis dans un texte ou dans une vidéo. Et donc, c'est tellement guidé que ça relève plus de la compréhension. Alors que quand vous êtes dans Find, en fait, vous entendez quelque chose qui est un peu plus vaste. Mais bon, c'est vraiment limite la distinction entre WH Questions et Find. Si vous pouvez me mettre un exemple de Find, parce que, je plaisante, mais find the reason why he is happy. Bon, on retourne sur le WH. Voilà. Bon. Peut-être que derrière l'idée, c'est que les questions sont tellement précises qu'à la fin, on n'est pas sûr que l'élève ait compris. Et donc, si on répond que à des WH questions, eh bien, comment on sait que les élèves ont compris à la fin? Il faut... est-ce que c'est plutôt un résumé ou des choses comme ça qui vont pouvoir vérifier la compréhension? Mais pour moi, les WH questions, c'est une manière de guider la compréhension. Il est dit que c'est évaluatif. Il vaut mieux utiliser des termes comme dans un tableau, comme people, places, time. Oui, tout à fait. Donc là, évidemment, un tableau où ils doivent repérer les noms, les lieux, etc. Tout ça, c'est vraiment très bien. Find the people, find the places, find the time. Mais who are the people in the text? What time is it? And where does it take place? Je suis désolée, mais en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. Et en plus, à force d'entendre la structure, ils vont la retenir. Donc, ça recoupe. Mais le tableau, ce que j'aime bien avec le tableau, c'est que ça évite de lire. Et donc, il n'y a pas pour des élèves qui sont plus faibles en lecture, en fait, ils ont un mot et ils doivent compléter le tableau à partir
du mot qui est dit. Donc ça a un côté simplifié qui est intéressant. Sauf que pour certains élèves, le tableau à double entrée peut poser problème en 6e notamment. Voilà, donc c'est pas toujours facile pour les élèves les plus jeunes. Puis-je proposer la compréhension orale 2 séances de suite? Ah oui, si vous demandez... Alors, il ne faut pas passer 2 heures, hein. Passez pas 2 heures. Mais vous pouvez très bien, à partir du moment où vous travaillez des éléments différents dans la vidéo, ça c'est intéressant, mais également on peut bien imaginer qu'en fin de séquence ou beaucoup plus tard dans l'année, vous reveniez sur la vidéo pour que les élèves comprennent comment ils ont progressé. Ah, en fait, maintenant ils arrivent à comprendre. Alors qu'au début, la première vidéo, s'ils se rappellent du sentiment qu'ils avaient, c'est « je ne comprenais rien », etc. Et à la fin de l'année, ils réécoutent la vidéo et disent « waouh, j'ai réussi à comprendre, j'ai progressé ». Donc, puis-je proposer la compréhension orale 2 séances de suite? Oui, mais il ne faut pas que... Il va y avoir le phénomène de lassitude. C'est-à-dire, si vous faites un point de vue de la vidéo à un moment, par exemple, ça peut être repérer le vocabulaire ou, je sais pas, repérer les noms, comme on disait tout à l'heure, et puis après la deuxième vidéo, bah, vous repérez autre chose, oui. Mais c'est juste qu'il y a ce phénomène de lassitude quand on passe trop de temps sur le même document. Il faut que ça s'accélère, il faut que les activités, vous savez, elles s'enchaînent pour maintenir la motivation et le rythme en cours. Concernant en formation, on nous a donné là, alors je regarde, en formation on vous a donné là, on nous explique que c'est de la vérification, soit ils savent, soit ils ne savent pas, mais ça ne les entraîne pas à donner du sens. Oui, alors là je comprends. En fait, ça ne veut pas dire, je comprends l'argument, hein. L'argument est vrai, parce que quand on vous dit que ça ne les entraîne pas à donner du sens à comprendre, en fait, ce qui permet d'entraîner et de donner du sens, etc., c'est les stratégies de compréhension. Et donc, c'est important, et c'était ça le but d'une partie de ma vidéo, c'est de comprendre que pour arriver à comprendre, il y a des stratégies pour y arriver. Il faut que les élèves en aient conscience. Il faut passer autant de temps à des activités de compréhension que des activités d'expression, que des activités qui vont développer les stratégies, que les activités où on va être dans la fluence, c'est-à-dire on va vraiment créer des automatismes. Et c'est ça, donc après je posterai en octobre souvent des vidéos qui résument ce livre-là, c'est les dernières recherches en matière d'apprentissage. Donc oui, ce qui est dit derrière, c'est que ce n'est pas seulement en posant des questions qu'on va arriver à développer les compétences. Il faut qu'on enseigne aux élèves comment on arrive à comprendre. Et ça, je suis d'accord. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poser des questions en WH. C'est juste qu'il ne faut pas poser que des questions en WH. Il faut que les élèves comprennent comment on fait pour progresser. On nous explique que c'est de la vérification, voilà. Et soit ils savent pas. Ok, c'est vrai. Ça ne les entraîne pas à donner du sens à comprendre. Et donc, en fait, il faut que les élèves arrivent à comprendre qu'il y a différentes manières de comprendre un texte, de comprendre une vidéo. Et que les élèves, pareil pour apprendre du vocabulaire. Il y a différentes manières d'apprendre du vocabulaire. Et une même personne et un même support un support peut avoir besoin de stratégies différentes pour le comprendre. Une personne peut savoir utiliser certaines stratégies, mais ne pas utiliser d'autres stratégies, ne pas arriver à comprendre quelque chose alors qu'avant il l'avait compris. Et donc en fait, faire comprendre aux élèves qu'il y a différentes manières de comprendre et que, par exemple, pour passer d'un niveau à un niveau supérieur, si par exemple pour la compréhension orale, tu te bases sur l'image, tu te bases sur les émotions qui sont exprimées, tu passes au niveau supérieur. Tu te bases sur le repérage des mots que tu as appris en cours, tu passes au niveau supérieur. Donc tout ça, c'est ce qui permet de développer les stratégies de compréhension orale. Et c'est complémentaire des activités de compréhension, où vous allez dire who, what, where, when, why. Donc pour moi, c'est pas que ça l'interdit, c'est que si c'est que des WH, en fait, vous n'êtes pas dans apprendre les élèves à développer leurs compétences. Voilà, donc merci pour cette précision, c'était vraiment important. Concernant les WH questions, on nous a donné les phrases en formation, turn questions into missions, afin de moins guider les élèves et de les aider à trouver eux-mêmes ce qui est important dans le document. Ok, donc c'est intéressant aussi. On nous explique même que c'est simple de contourner cela. On remplace where, par exemple, par places, who. Ok. Oui. Donc on est d'accord. Hein.
On peut très bien remplacer why par reasons. Ok, je suis d'accord. Mais, ok, c'est ce qu'on vous dit. Ok, c'est très bien. On nous faisait utiliser NTCPT, Nature, Time, Characters, Place and Topic. Ok. Mais après, faites attention parce que il y a des professeurs des lycées qui disent que les élèves ne savent plus poser des questions. Donc, il ne faut pas s'interdire de poser des questions non plus, parce que savoir poser des questions, c'est quand même un aspect fondamental de la communication avec l'autre quand ils vont enfin, qu'ils aillent à l'étranger ou dans un contexte professionnel dans lequel ils vont avoir utilisé l'anglais. Donc, la maîtrise des questions, c'est important. Et le professeur est le premier modèle qu'ils vont entendre. Donc, si vous ne posez jamais de questions et que les élèves ne posent pas des questions, bah, ils ne vont pas intégrer la structure. Sort une TE qui est un summary. Ok, à partir de ces questions, on fait une trace écrite qui est un résumé. Ok, d'accord. Alors, il faut qu'il y ait des stratégies quand même. Ok. Ok, je comprends très bien, merci. Concernant les tableaux, on nous a même dit que c'était aux élèves de trouver les catégories eux-mêmes. Ok, donc, des fois, oui. Des fois, les élèves peuvent trouver les catégories. Mais ça va dépendre des élèves, ça va dépendre des niveaux. C'est intéressant aussi de leur donner des catégories. Si on est dans le semi-authentique, donner les catégories et les élèves doivent repérer les mots qui sont entendus en lien avec les catégories, c'est quand même les mettre sur les guider. Et l'objectif, c'est de proposer un guidage aux élèves pour leur permettre de comprendre. Donc, si vous dites aux élèves, ok, bah, vous trouvez les catégories, ok, peut-être qu'ils vont y arriver, d'accord? Mais ça dépend de la vidéo, ça dépend des élèves. Et vous pouvez différencier. C'est-à-dire, pour certains élèves, vous ne mettez pas vous pouvez faire un schéma avec des bulles. Et certains élèves, vous pouvez donner toutes les catégories. D'autres élèves, vous en donnez une ou deux. Et puis d'autres élèves, ils n'en ont pas. On nous a dit récemment qu'il valait mieux remplacer les élèves par identify, pick out. Ok. Ok. Donc oui, on est d'accord. Hein. J'avais proposé une compréhension orale devant une chargée de mission. Okay. Les élèves prenaient des notes et ensuite, en groupe de 4, remplissaient une petite fiche avec type favorite subjects. Favorite subject. Ok, alors attendez, c'est en plus. Donc, je relis. Les élèves prenaient des notes et ensuite, en groupe de 4, remplissaient une petite fiche. Favorite subject. Elle m'a dit que c'était de l'évaluation. Alors, c'est un peu difficile de juger quand j'ai pas le contexte précis. Mais quand les élèves prennent des notes par rapport à une compréhension orale, je ne vois pas pourquoi on est dans l'évaluation. Enfin, il y a un argument. D'abord, quand on vous dit ça, c'est vraiment important que vous disiez, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que, en fait, l'acte même d'enseigner est tout le temps d'évaluer. On est tout le temps en train d'évaluer les élèves. D'accord, puisqu'on est en train de juger, est-ce que c'est correct, pas correct, etc. Donc, on est tout le temps en train de les évaluer. Mais on n'est pas tout le temps en train de les noter. Donc, et quand on demande aux élèves de prendre des notes par rapport à une compréhension orale, ben en fait, ça permet de vérifier est-ce que les élèves comprennent. Donc, on est dans une forme d'évaluation, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait s'interdire de vérifier que les élèves comprennent. Voilà. C'est vraiment... alors, favorite subject, elle m'a dit, ok, c'était de l'évaluation. Pouvez-vous me donner des exemples de comment les aider à comprendre? Alors, je l'ai donné dans la vidéo, donc il faudra reprendre la vidéo. Vous n'étiez pas là depuis le début. Donc, comment les aider à comprendre? Ben, en fait, ça va être d'aider les élèves à repérer, c'est travailler les stratégies de compréhension. Et donc, il faut que vous regardiez les 2 vidéos que j'ai faites sur les stratégies de bas niveau et les automatismes de bas niveau et les automatismes de haut niveau. En fait, ou sinon, bah, si vous êtes en collège, vous avez You Did It, vous regardez la grille, ou sinon vous m'écrivez à fiona.radkoff@ac-nantes.fr et je vous enverrai la grille que j'ai faite avec les professeurs de l'Académie de Nantes qui va du premier degré, collège et lycée, où on voit toutes les stratégies pour les différentes activités langagières. Mais en fait, pour aider les élèves à comprendre, ça veut dire faire comprendre aux élèves qu'est-ce qui en attend d'eux à chaque étape, qu'est-ce qu'ils doivent être capables de comprendre, et en plus, bah, comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc, c'est 2 choses. C'est qu'est-ce qu'on doit comprendre et comment est-ce qu'on va y arriver.
Donc, par exemple, on doit reconnaître des mots. Et comment est-ce qu'on va arriver à reconnaître des mots? Il faut avoir travaillé des mots en amont, il faut apprendre son vocabulaire, etc. Donc, en fait, il y a différents aspects. Tout ça, c'est énuméré dans les programmes. On le voit dans les programmes, les stratégies sont listées. Et donc en fait, je sais pas, la personne Love Teaching English, vous étiez peut-être pas là au début de la vidéo ou quand j'ai commencé à aborder toutes les stratégies pour arriver à comprendre. Mais c'est vrai que cette vidéo aujourd'hui, c'était sur les textes, c'était sur les vidéos semi-authentiques. Mais je pourrais faire une vidéo comment amener les élèves à comprendre. En fait, ça se recoupe, hein. Mais comment amener les élèves à comprendre. Donc, il faut reprendre la vidéo et regarder les deux autres. Mais vous m'écrivez et je vous enverrai les vidéos. L'objectif des webinaires, c'est que ce soit assez court. Merci, j'aimerais utiliser une vidéo pendant un cours pour anticiper la séquence. OK. Puis, vidéo 2 pour l'intrigue du livre et du film. Alors, je suppose... Donc, une vidéo pendant un cours pour anticiper la séquence. Donc, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais à un moment donné, de mettre des vidéos en lien avec la thématique sur un Padlet pour que les élèves puissent chez eux découvrir la thématique, d'accord, ou par exemple utiliser une vidéo dans un premier cours pour anticiper la séquence. Donc c'est intéressant, ça permet de donner une première approche sur le plan culturel. Puis la vidéo 2 pour l'intrigue du livre et du film, parce que je suppose que vous allez faire quelque chose en lien avec un livre. Et donc il y a une autre vidéo qui va donner un aspect. Donc en fait c'est très intéressant d'avoir plusieurs vidéos, parce que une vidéo, c'est toujours un aspect, d'accord? Vous n'allez pas faire trop de complexité au collège dans une seule vidéo. Et donc, montrer une vidéo en lien avec une chose et puis une vidéo en lien avec autre chose et que ça montre une multiplicité de points de vue ou voilà, en lien avec la même thématique, oui, c'est très bien. Je suis parfaitement en accord avec votre discours qui diffère de ce que l'on m'avait dit en formation et c'est rassurant de voir que plusieurs méthodes sont possibles. Oui. En fait, il faut vraiment faire attention et que vous ayez cette conviction, qu'est-ce qui est efficace? Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace? Donc, c'est ce que je dis par rapport à la traduction du vocabulaire. La recherche montre que c'est efficace. Donc, passez plutôt par la traduction du vocabulaire tout en veillant à ce qu'il y ait le plus d'anglais en cours. Mais pourquoi se creuser la tête à essayer de faire deviner des mots, etc. ou alors que les élèves, en fait, la recherche montre que si c'est compréhensible, clairement compréhensible, il y a plus de chances que ce soit retenu. Donc, vous faites plutôt une faveur aux élèves en passant par le vocabulaire en français. Mais après, il faut qu'il y ait le plus d'anglais possible. Mais pourtant, on a dit pendant des années aux professeurs qu'il ne fallait surtout pas traduire le vocabulaire. Et les professeurs, des fois, ils le faisaient. Et donc, j'ai le souvenir d'un établissement où... j'ai regardé le cahier d'élèves et en fait, tous les mots étaient en anglais et il n'y avait rien en face. Et j'ai dit au professeur, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vocabulaire en face? C'est pas traduit, il n'y a rien. Comment est-ce que les élèves vont le retenir s'il n'y a rien écrit? Et quand j'ai commencé à faire mes webinaires il y a à peu près, je sais pas, peut-être 8 ans maintenant, en fait, j'ai fait un webinaire sur le vocabulaire et dans lequel j'expliquais que la recherche montrait qu'il fallait passer par la traduction. Et il y a une enseignante qui m'a dit, écoutez, Madame Radkoff, on nous disait en formation qu'il fallait que les élèves écrivent, vous pouvez traduire en français, mais il fallait qu'ils écrivent au crayon à papier parce que s'ils étaient inspectés, il fallait demander aux élèves d'effacer la traduction. Donc en fait, je me suis rendu compte que quand j'avais été voir l'autre professeur et que il n'y avait rien écrit, en fait, il y avait eu quelque chose d'écrit, mais en fait, les élèves, on avait demandé aux élèves de tout effacer parce que, soi-disant, on croyait que l'inspecteur pensait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de traduction en face. Alors qu'en fait, bon, ça fait partie des choses qu'on découvre. Et c'est la raison pour laquelle je fais les webinaires, et c'est live, et c'est Instagram, etc. C'est pour rendre les choses plus transparentes auprès des professeurs pour que vous ne soyez pas dans la devinette à essayer de deviner qu'est-ce qu'on attend de vous. Ah, alors attendez, je reprends. Alors... Et donc, en fait, l'idée, c'est est-ce que c'est efficace? Si on vous dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qui vous semble être efficace, demandez qu'on vous le prouve. Voilà. Où est la recherche? Où est l'article? Et c'est ce que je dis, moi, à mes professeurs.
J'ai dit, si je dis quelque chose et que vous pouvez me prouver que j'ai tort, il n'y a pas de souci. Vous me donnez l'article, je vais être passionnée, d'accord. C'est vraiment, mon objectif, c'est d'essayer de partager ce que dit la recherche. Mais, disons, j'aime pas ces effets de mode où il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. J'aimerais bien voir la recherche. Dans la méthode du délai, au début de l'unité, on passe uniquement par l'oral. Et ça, c'est basé, c'est très très intéressant sur la recherche dans l'Académie de Nantes. Donc, c'est des chercheurs universitaires en langue vivante qui travaillent sur l'importance de d'abord que tout passe par l'oral, l'oral, y compris dans la structure qu'on va enseigner dans la séquence. Parce qu'en la faisant répéter à l'oral, en fait, les élèves parlent plus, ils retiennent mieux, ils sont plus heureux. Et en fait, ça a un impact à la fois sur l'apprentissage de la langue et le bien-être dans le cours. Et c'est le livre de recherche, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube, bon, je ne l'ai pas là, c'est pas grave. Voilà, mais c'est intéressant. Que pensez-vous des questions et réponses en français durant une CO, sachant qu'au bac c'est comme ça? Voilà. Alors, c'est pour ça que moi je suis favorable à un time-out en français, s'il le faut, pour vérifier que c'est compris. Mais il faut bien que vous mettiez un chronomètre. Soit vous mettez un chronomètre, soit vous mettez un chapeau, un béret, parce que vous imaginez, il y avait un professeur, il avait dit, il sort dans le couloir une seconde, il revient, et il a un béret. Et c'est let's go and get Mr. French. Il appelle ça. Et en fait, il part et il revient, il a un béret, et c'est le Mr. French qui va parler en français. Et donc, c'est chronométré, et c'est un moment, on vérifie que tout le monde a compris, on parle en français, etc. Et quand le chronomètre est fini, il retourne dans le couloir, il enlève son chapeau, il revient, et c'est Mr. English. Et j'aime bien ces idées où vous limitez dans le temps pour être sûr que ça ne déborde pas. Parce que c'est tellement plus facile de parler en français que ça va déborder. Par contre, si c'est bien cadré, vous mettez un drapeau, vous mettez un minuteur, vous mettez un prompt, etc. Eh bien, vous allez réussir à mieux cadrer. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Merci sur YouTube. Oui. Donc, vous avez vu sur YouTube, je sais pas, il doit y avoir 400 vidéos. Mais il y a aussi les webinaires. Hein. Les webinaires sont beaucoup plus longs. Ils font entre une demi-heure et 2 heures. Où là, je rentre vraiment dans le détail. Tout à fait pour le vocabulaire au crayon. Et on m'a dit ça, cela. On vous a dit de l'écrire au crayon à papier parce que si l'inspecteur venait, il fallait effacer. C'est terrible quand même. Je trouve ça vraiment... Alors, je comprends que vous le faisiez, hein. Et sans doute quand j'avais été enseignante, j'aurais fait pareil parce que pour moi, c'était important de bien respecter ce qu'on dit. Mais maintenant, avec le recul et maintenant en tant qu'inspecteur, je me dis, je préfère... Maintenant, il y a quand même... on voit plus souvent les inspecteurs quand même. Et les choses sont un peu plus naturelles et on peut demander à l'inspecteur. Mais merci de rendre les choses plus transparentes. Oui. Merci à vous. Dernière question. Une CO doit-elle toujours apporter un objectif nouveau? Non. Voilà, non. Là, merci pour cette question. C'est vraiment une bonne question. Elle va apporter au moins quelque chose sur le plan visuel, quelque chose sur le plan culturel. Mais si, par exemple, la vidéo sur le safari, les élèves n'apprennent rien de nouveau sur le plan lexical, sur le plan grammatical. Il n'y a rien. Mais le fait de visionner et d'entendre, en fait, vous êtes dans une stratégie de repérage dans un flux de mots, quand même des mots qui ont été appris. Et c'est une compétence de compréhension qui est importante. Donc, ils vont rien apprendre sur le plan langagier, mais ils vont apprendre sur le plan de stratégie pour arriver à comprendre, à regarder des documents, etc. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Donc, ça peut être pour rassurer les élèves. Vous voyez, on arrive quand même à comprendre, etc. Donc, pour moi, il n'y aura pas d'objectif lexical nouveau, puisqu'ils vont repérer les mots, mais ce n'est pas parce qu'ils ne font que repérer des mots déjà connus que ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Et ce travail-là sur la fluence, fluency, est un travail très important. Donc c'est vraiment ce que j'ai appris avec le livre, la dernière édition de Paul Nation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez vu quelque chose une fois que ça veut dire que ça va être acquis. Et il donne l'exemple des chiffres. On va enseigner les chiffres aux élèves, et on enseigne les chiffres, et puis après, ils entendent les chiffres, et peut-être ils vont les reconnaître un peu,
Mais après, c'est pas pour autant que c'est acquis et qu'après, ils vont vraiment réussir à les produire, etc. Et en fait, il faut que les choses soient vues, revues, 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 revues souvent. Et donc, il explique qu'il faut passer autant de temps dans la compréhension que dans l'expression, que dans les stratégies, que dans l'affluence. Et donc, revoir un document dans lequel on retravaille le vocabulaire qui est appris, eh bien, c'est la métaphore que j'utilise des fleurs. C'est-à-dire que pour qu'une fleur fleurisse, il faut l'arroser. Et il y a des élèves qui ont besoin de plus d'arrosage, comme les fleurs, plus besoin d'arrosage que d'autres, mais elles ont toutes besoin d'eau. Et vos élèves, ils ont besoin que les choses soient répétées et répétées et répétées. Et c'est à force d'être répétées, d'être entendues, d'être dit, répétées, qu'ils vont être dans l'affluence. Donc, je suis tout à fait d'accord avec une compréhension orale authentique dans laquelle les élèves vont développer des stratégies et ils vont découvrir d'autres choses sur les paysages. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne voyais pas l'utilité. De refaire une vidéo sans qu'ils apprennent nécessairement du nouveau vocabulaire. C'est ça? Voilà. Mais en fait, c'est important d'être dans cette posture où on est dans l'entraînement jusqu'à ce qu'on réussisse. Et il ne faut pas être dans l'entraînement jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Donc c'est vraiment la subtilité. Mais il faut qu'ils arrivent à être en situation de réussite. L'enseignement en spirale. Alors, l'enseignement en spirale, c'est quand... oui, alors c'est en lien. Non, d'écrire le vocabulaire au crayon. Alors attendez. Non, d'écrire le vocabulaire au crayon. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne voyais pas l'utilité. Oui, d'accord. D'écrire le vocabulaire au crayon. Ok. L'enseignement en spirale, l'enseignement spiralaire, c'est quand on... C'est pas exactement la même chose. La fluence, c'est quand vous voyez des choses tellement suffisamment, tellement souvent, que ça devient un automatisme. You're fluent. Okay? C'est naturel. L'enseignement en spirale, c'est pour favoriser la mémorisation à long terme, c'est très très important. C'est quand on va par exemple voir un point grammatical, par exemple on va faire can et must, et puis après l'unité suivante, on va aborder quelque chose. Mais on va revoir à travers une activité, à un moment donné, can et must, parce que on va petit à petit, on construit les savoirs en se basant sur les savoirs antérieurs. Et ça, c'est l'enseignement spiralaire. Et c'est très, très important parce que c'est ce qui permet la mémorisation à long terme. Et c'est la limite de trouver des séquences que vous trouvez en ligne. Voilà. Parce qu'en fait, vous trouvez une super séquence. Elle est super, elle est très bien. D'accord, elle est très bien. Mais quel est le lien entre les différentes séquences sur le plan de la construction des savoirs à long terme? Parce que s'il y a une séquence et qu'elle est très bien, ok. Et la séquence d'après, elle est très bien, ok. La séquence d'après, elle est très bien. Au bout de 6 mois, les élèves, ils ont déjà oublié la première. Donc, c'est important quand vous construisez vos séquences que vous reveniez régulièrement, que vous intégriez les savoirs des séquences précédentes, tout le temps, régulièrement, pour favoriser la mémorisation à long terme. Et c'est ça l'apprentissage spiralaire. Donc, quand moi, je me suis amusée pour You Did It, à faire les textes à la fin. Reading is magic. En fait, et on l'a fait dans tout le manuel, en fait, et on le voit dans le workbook parce qu'il y a écrit les remember. Et en fait, les remember, c'est dans une unité, je vais vous montrer, ça permet à l'élève de se rappeler qu'il a déjà vu ça. Donc, par exemple, dans l'unité Kenya, à un moment, il y a remember et il y a la structure there is, there are. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la recherche montre, mais je l'ai déjà dit, je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais la recherche montre que quand on dit à l'élève, voilà, ça, on l'a déjà vu, et bien ça participe à la construction ça participe à la mémorisation encore plus que juste le fait de le faire. Donc par exemple, si vous êtes dans une séquence et puis il y a can et must, et à un moment donné, vous dites, vous allez décrire quelque chose et vous voulez réviser there is et there are. Mais le fait de faire des phrases avec there is, there are, ça les aide. Mais le fait de dire, voilà, on va réviser there is et there are, et bien en fait, ça les aide encore plus à mémoriser la structure.
Et donc, tout le manuel est construit sur l'apprentissage en spirale. Et donc, là où je me suis amusée avec Claudine Martina, quand on a fait les textes, en fait, on s'est amusé à créer les textes en intégrant petit à petit le vocabulaire des unités précédentes. Donc, c'était très drôle. À chaque fois, on s'est dit, bon, bah là, maintenant, on va mettre un can et un must. Ou, est-ce que ça, on l'a vu? Ah oui, ça, on l'a vu. Donc, et en fait, on avait notre liste des points de grammaire et de vocabulaire qui avaient été vus. Alors, en général, c'est en lien avec le vocabulaire. Donc, on a repris le vocabulaire de l'unité. Mais en fait, on a la liste de tous les points de grammaire. Et en fait, on savait, voilà, dans le texte qui correspond à l'unité 3, ben, on a la grammaire de l'unité 2 et l'unité 1. Le texte de l'unité 4, eh ben, en fait, on a le grammaire de 3, 2, 1. Et puis le dernier, en fait, on reprend comme ça. Voilà, donc c'est absolument passionnant hein, pour ceux qui aiment construire leur propre séquence. Mais c'est vrai que c'est un énorme travail. Donc l'enseignement spiralaire, voilà, c'est ça. En fait, c'est le fait de reprendre. On apprend petit à petit et on révise on révise en même temps qu'on continue à apprendre. Très intéressant, je suis stagiaire. Bravo, bravo pour la réussite. Je pense proposer ce thème pour mon portfolio de validation. Alors, c'est quoi le thème? Vous voulez dire le vocabulaire ou l'enseignement spiralaire? Ouais, c'est très, très intéressant. Hein. Quand j'ai des entretiens avec des stagiaires, donc si vous êtes de l'Académie de Nantes, vous pouvez m'interviewer. Hein. Des fois, les stagiaires, ils me demandent un entretien et après, ils peuvent le mettre dans leur mémoire. Et donc, les stagiaires, c'est très, très intéressant, le travail des stagiaires. Donc, ils ont vraiment une année complexe, mais très enrichissante. Et le fait de réfléchir à une thématique pour leur mémoire, c'est vraiment intéressant. Donc, alors, je regarde. L'enseignement spiralaire. Oui, oui, oui. Alors là, vraiment, excellent sujet. Ah oui, vous êtes de l'Académie de Reims. Okay. Donc, écoutez, si vous êtes en collège, regardez la méthode du DD et comment on a construit l'enseignement spiralaire. J'ai dû le mentionner dans une vidéo que j'ai faite antérieurement, mais vous pouvez m'écrire et je vous dirai quelle vidéo c'est. C'est la vidéo dans laquelle j'explique comment sont construites les séquences. Voilà. Et donc, c'est tout le travail de la mémorisation et du lien entre les séquences. Et c'est ce qui fait que les élèves vont mémoriser à long terme. Voilà, donc c'est vraiment un très très bon sujet. C'est un sujet ancien, hein, mais c'est un fondamental. Voilà, écoutez, il est déjà 6h30. Oh, ça fait 1h30 que donc cette vidéo est très 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 longue. Oui, vous pouvez m'écrire à Fiona.Radkov. Donc, comme quoi le sujet était vraiment très intéressant, mais ça, je m'en doutais. Merci pour la participation de tout le monde. Merci pour vos questions. C'est vraiment, j'adore quand on me pose des questions. Donc, comment amener les élèves à comprendre? Donc, je vais réfléchir et je ferai une vidéo spécifique sur ce point-là. Donc, merci à tout le monde. Merci à vos questions. Oui, à vos questions. Excellente continuation et à bientôt. Au revoir.